Aujourd'hui, nous retrouvons Laura pour découvrir les coulisses du métier de Sarah Maclou, psychologue au sein d'un UEMA, Unité d'enseignement maternel autisme. Bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer en une phrase ton métier comme un enfant de 12 ans? Donc, je suis psychologue pour enfants. Mon travail, c'est d'accompagner des enfants qui ont des difficultés pour les aider à bien se comporter et à mieux apprendre. Quelles sont tes formations? Alors, j'ai un master de psychologie en psychologie et psychopathologie clinique et j'ai aussi un doctorat en psychologie et psychopathologie clinique. Quelles sont tes expériences professionnelles antérieures? Principalement des postes en IME auprès d'enfants et d'adolescents TSA. Et j'ai aussi une expérience en libéral auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ok. Et du coup, quel est le public avec lequel tu travailles ou que tu accompagnes? Principalement les enfants, surtout des enfants porteurs de TND, de troubles neurodéveloppementaux, avec du TSA, donc des troubles du spectre de l'autisme. Et puis, j'accompagne aussi les familles et les équipes dans la définition des projets pour accompagner ces enfants-là. D'accord. Et du coup, comment tu définirais un peu tes missions? Alors, mes missions principales, elles consisteraient surtout en la construction, la définition des projets d'accompagnement pour les enfants, l'accompagnement des équipes pour veiller à la compréhension et la mise en œuvre des objectifs des projets. Ensuite, il y a un travail important de guidance parentale, donc c'est vraiment essayer d'accompagner les enfants et les familles dans des situations réelles au domicile pour essayer de mettre en place des outils et des procédures de comportement qui faciliteraient leur quotidien, les apprentissages, l'autonomie. Au niveau du travail en équipe, je vais avoir un rôle plutôt de réflexion et d'explication autour des procédures d'accompagnement. Je vais agir aussi en direct sur le terrain pour accompagner les équipes pour la meilleure mise en œuvre de ces procédures-là. Et puis après, j'ai aussi toute une réflexion sur le projet de l'enfant et sa définition une fois qu'il partira de l'institution, c'est-à-dire tous les volets qui concernent l'autonomie et l'orientation. Comment fonctionne la hiérarchie dans ton organisme? Alors, le psychologue dans la convention 66 qui régit le médico-social, il est cadre technique. Donc, il n'a pas une supervision directe du chef de service. Son N+1, c'est le directeur de l'établissement. Concrètement, il est un peu, on va dire, à part sur l'organigramme de l'institution. Il n'a pas en tout cas de hiérarchie directe sur le terrain. Il est plutôt dans une articulation entre l'équipe technique et l'équipe hiérarchique. Comment tu définirais les conditions de travail, l'environnement, les moyens que tu as à disposition? Alors, dans le cadre de mon institution, les conditions de travail sont plutôt bonnes pour le psychologue. On a la possibilité de pouvoir, comme le définit le code de déontologie des psychologues, de définir notre champ d'action et de réfléchir nous-mêmes aux propres outils qu'on souhaite mettre en place pour les enfants. Après, on a quand même un cadre de travail qui est celui des recommandations de bonnes pratiques définies par l'HAS. Et ensuite, il y a la réalité des moyens aussi de tous les établissements qui nous permettent d'avoir des outils plus ou moins efficients en lien avec les problématiques qu'on accompagne. Le cas de l'autisme, il est un peu particulier parce qu'on nous demande beaucoup d'évaluations, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'outils qui ont été vraiment pensés pour évaluer réellement le profil cognitif et adaptatif des enfants. Mais en tout cas, on a plutôt une liberté d'action et de choix dans ce qu'on souhaite mettre en œuvre avec les enfants, avec l'accord des familles. Super. Est-ce que tu peux me décrire un déroulement d'une journée type? Un exemple d'une journée. Ici à l'UMA, Oui.
Alors, il y a 2 jours de présence pour moi à l'UMA et en collaboration avec la maîtresse qui pilote la classe, on a essayé de définir ces 2 journées un peu différemment. La première journée, je vais être plutôt en action directe avec les enfants. Donc là, ça va être particulièrement des groupes d'habileté sociale avec tous les enfants de la classe que je mène selon les niveaux, accompagnés par un éducateur. Là, l'idée, ça va être vraiment de travailler tous les prérequis aux codes sociaux et à la communication pour favoriser le plus possible l'inclusion des enfants. Et puis après, la particularité des personnes en UMA, c'est que ici, même si on a des spécificités très différentes, on a à peu près tous les mêmes missions auprès des enfants en termes d'intervention directe. On les accompagne tous sur les petits gestes du quotidien, pour les ateliers d'apprentissage pédagogique, pour les gestes de l'autonomie. Donc ça, c'est vraiment la partie où je suis en action directe avec eux. Le deuxième jour de présence, là, pour le coup, ça va être un petit peu plus un pas de côté, où je vais être plus dans des observations écologiques réelles de la vie de l'enfant, où je vais pouvoir observer un peu tout ce qui va être des biais aux apprentissages, des biais comportementaux, qui me permettent ensuite de réajuster avec l'équipe la meilleure posture à avoir par rapport aux enfants, selon les meilleurs canaux d'apprentissage qu'ils vont avoir, selon des problématiques actuelles qui font que peut-être à ce moment-là, il est un peu plus ou plus ou moins disposé, et réfléchir avec eux toutes les méthodes d'accompagnement, de renforcement, de guidance pour faire en sorte que les enfants, ils apprennent. Et du coup, ce jour-là, je suis plus à distance, je suis en intervention indirecte et c'est plutôt un travail de supervision et d'accompagnement de l'équipe. Ok. Et est-ce que du coup, tu pourrais me décrire la première journée où tu es vraiment en action de qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais, donc concrètement, les enfants arrivent en taxi. Donc, je participe avec les éducatrices à l'arrivée des enfants, à leur accueil. Donc, on les récupère au taxi, qui les dépose directement à l'école. On a un premier temps de petite autonomie où ils doivent déposer leurs affaires, récupérer les choses qu'ils doivent prendre dans leur sac. Ensuite, il y a un passage aux toilettes. Là, je vais veiller à ce que toutes les postures ergonomiques favorisent la question de l'autonomie. On va aussi travailler le lavage des mains, l'attente, le passage collectif avec les autres enfants dans ce cadre-là. Ensuite, ils passent en classe. On a un petit temps de jeu libre. Là, ça va être plutôt l'objectif de travailler à travers le jeu tous les petits objectifs qu'on a définis pour les enfants, à savoir être en capacité de faire des demandes, de pouvoir être dans un groupe avec les pairs, de pouvoir répondre aux consignes de l'adulte. Ensuite, on a un temps de regroupement. Là, c'est aussi un temps collectif qui est animé par la maîtresse. Dans ces moments-là, mon rôle, ça va être surtout de guider les enfants et de réfléchir aux procédures de renforcement. Et ensuite, il y a des temps d'atelier. Donc là, il y a 3 groupes différents dans la matinée où je vais accompagner 3 enfants à la fois autour d'un jeu de société qui leur permet un peu d'avoir les premières acquisitions pour regarder, attendre, comprendre la notion du tour de rôle, avoir une bonne posture à table et accéder à des premières consignes simples qui vont être de l'appariement, d'avancer un pion, toutes ces choses-là, de pouvoir être en capacité aussi d'apprendre à se présenter, à décliner son identité et de jouer ensemble. Voilà. Après, il y a un temps de repas. Pareil, on participe toutes de la même manière pour guider l'enfant. J'ai une réflexion sur les troubles de l'oralité qui sont assez spécifiques dans les troubles de l'autisme. Donc l'idée, ça va être de pouvoir aussi réfléchir à des manières d'entrer en matière pour que l'enfant puisse découvrir des aliments, les tolérer dans l'assiette, avoir aussi une posture à table adaptée qui lui permettrait plus tard d'être inclus dans la cantine du milieu ordinaire parce que c'est notre objectif à l'UMA. Voilà. Ensuite, l'après-midi, c'est plutôt des temps d'ateliers éducatifs, la plupart du temps, donc qui sont menés par les éducateurs. Et là, à ce moment-là, moi, de nouveau, je suis un petit peu plus en recul, en observation quand c'est possible et qu'on est suffisamment présente. À ce moment-là, ça va être toujours le travail de réfléchir avec l'animateur à la meilleure manière de mener son atelier pour qu'il ait le plus de sens pour l'enfant et qu'il puisse le plus possible être en réussite. Voilà. Et ensuite, une fois que les enfants repartent, toujours avec le taxi, on a un temps de réunion hebdomadaire
où toutes les personnes de l'équipe sont présentes. Et là, on va avoir un temps de gestion, d'organisation un petit peu du quotidien, de la classe. Et puis ensuite, l'équipe éducative et pédagogique m'expose les problématiques auxquelles elles ont été exposées pendant la semaine, auxquelles j'ai pas forcément eu accès parce que je suis pas là tous les jours. Et on essaye de réfléchir ensemble avec mes connaissances de l'autisme et leur expérience sur le terrain à la meilleure manière de faire en sorte que cette problématique ne soit plus. Voilà. Ok. Et du coup, à quel degré tu estimerais la quantité de travail en dehors et pendant le temps de travail? Alors, pendant le temps de travail, elle est constante. À la différence des autres postes que je peux avoir en tant que psychologue, où on va avoir des moments d'intervention directe et puis d'autres moments de recul, de rédaction, mais sur des journées en présentiel. La particularité de l'UMA, c'est que les enfants sont accueillis toute la journée, tous ensemble, et on est tout le temps avec eux. Donc là, c'est vraiment un temps où je suis complètement avec les enfants. Et il y a peu de temps à l'élaboration clinique et à la rédaction de documents, d'évaluations, qui se passe normalement sur un temps qui m'a été alloué par l'institution qui est de 3 heures pour mes 2 services, donc 1 heure et demie pour l'UMA. Concrètement, ça ne suffit pas pour travailler les projets et rédiger. En réalité, c'est vrai qu'il y a quand même des moments où, pour répondre aux échéances, on a un petit peu de travail en dehors des horaires définis. Mais c'est une question d'organisation aussi. Voilà. Après, le temps d'élaboration clinique, il se fait quand même aussi beaucoup en réunion, plutôt en direct, pour lesquels on est quand même dans un fonctionnement assez préparé par les équipes qui essayent de faire remonter leurs questionnements un peu avant la réunion pour que je puisse avoir le temps d'y réfléchir et pas être prise sur le fait sans avoir forcément de réponse à donner sur les temps de réunion, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu estimerais utiliser comme outil dans la pratique? Alors, moi, j'ai un référentiel assez intégratif, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur différents outils une fois que j'ai expérimenté qu'ils fonctionnent. À la base, j'ai un référentiel plutôt psychopathologique, donc je vais être aussi très vigilante à la question de la place, de la question de l'acceptation du handicap dans la dimension familiale, de l'insertion de l'enfant dans le groupe et la question des problématiques affectives en lien avec la structuration de son développement et toutes les petites étapes qu'il doit traverser. Après, on sait aussi que dans l'autisme, il y a quand même cette nécessité de faire appel à des outils qui sont, on va dire, un peu canalisants pour pouvoir mettre en place des procédures assez réglementées, presque parfois assez rigoureuses pour l'apprentissage de la communication, la structuration de l'environnement. Donc, je m'appuie sur tous ces outils-là, particulièrement sur des outils visuels qui permettent la coopération de l'enfant, le principe du renforcement positif, la visualisation, des routines, toutes ces choses-là, des emplois du temps. Et puis, après, pour tout ce qui incombe à la question de l'évaluation, comme je le disais en début d'entretien, il y a assez peu d'outils qui ont été vraiment pensés pour la question, à part des outils diagnostiques, mais que du coup les enfants ont déjà eu avant d'arriver ici. Concrètement, pour assurer les démarches d'orientation, je propose souvent ce qu'on appelle une WNV, c'est une échelle de Wechsler qui nous permet d'avoir un QI, mais pour des enfants qui sont non-verbaux. Elle est encore à perfectionner pour l'enfant TSA. Mais en tout cas, elle permet de répondre aux exigences de la MDPH pour pouvoir situer le niveau cognitif de l'enfant. Et puis après, on a un outil qui s'appelle la Vineland 2, qui est un entretien semi-dirigé qui nous permet, avec les parents, de situer un peu l'enfant dans une zone de développement par rapport à ses compétences sociales et autonomes. Voilà. Et puis pour les enfants qui n'ont pas de retard intellectuel, en fin de parcours du MA, on peut travailler la WIPSI, qui est l'échelle aussi de Wechsler, mais pour les enfants un peu plus petits. Voilà. Et du coup, si tu devrais donner un petit peu une liste de tes partenaires ou associés dans ton travail, il y a qui comme spécialiste? Alors, particulièrement tout ce qui incombe à la rééducation thérapeutique des enfants. On travaille beaucoup avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, psychomotes. On en a une psychomotricienne dans l'équipe. Ça, c'est vraiment pour penser
tout l'aspect de rééducation directe. Ensuite, pour des partenaires un peu plus éloignés, on travaille, quand on y arrive, avec les neuropédiatres pour pouvoir évaluer aussi la situation cognitive de l'enfant. On essaye aussi de développer du partenariat et des conventions pour que l'enfant puisse être accueilli sur des temps de périscolaire. Donc notre principal partenaire, c'est avant tout l'école dans laquelle on se trouve, qui nous permet aussi de travailler les temps d'inclusion, tant sur la scolarité qu'en récréation, à la cantine. Et puis ensuite, on essaye aussi de pouvoir penser des temps d'accueil de loisirs pour les enfants, des activités de sport adaptées. On travaille aussi beaucoup avec les IME pour essayer de penser l'orientation pour les enfants sortant de l'UMA qui ne pourront pas poursuivre la scolarité en milieu ordinaire. Voilà, principalement, c'est les partenaires avec lesquels on travaille. Ok. Et du coup, au niveau un peu plus personnel, quelles sont les différences entre les attentes que tu avais du métier et la réalité du métier? Comment tu perçois un peu l'exercice par rapport à ce que tu pouvais penser? Alors, l'arrivée à l'UMA était quand même assez déroutante. Je pense pas que pour moi, je pense pour toutes les fonctions confondues. Parce que, comme je le disais, il y a vraiment cette particularité où on a chacun notre formation, notre spécificité propre à notre métier. Et en même temps, on est dans une action commune articulée autour de l'enfant qui font qu'en réalité, on fait à peu près toute la même chose au cours de la journée. Au départ, ça a été assez compliqué parce que c'était vraiment à des kilomètres de l'habitude et des paradigmes avec lesquels je fonctionnais jusqu'à présent, où on était vraiment sur une intervention en groupe ou en individuel, mais dans le bureau de la psychologue, un peu à distance de l'équipe, en tout cas pour les temps de présence avec les enfants. Ça a nécessité des questionnements, des réajustements pour réussir à trouver à la fois une place qui réponde aux attentes de l'UMA, à savoir de pouvoir être vive, rapide et répondre immédiatement, tout de suite maintenant aux besoins de l'enfant, sous le regard perpétuel du collègue, parce que du coup on n'est jamais seul. Et ça demande vraiment de s'ajuster, alors que d'habitude le psychologue il pense par soi et pour soi dans la dimension de ce qu'il propose dans l'accompagnement de l'enfant. Mais là il y a vraiment une prise en compte de la dynamique groupale tout le temps. Ça demande aussi d'accepter de faire des missions qui ne sont pas forcément en lien avec celles qu'on nous a apprises au départ. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas particulièrement à accompagner des enfants aux toilettes, par exemple. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprenne dans notre formation. Donc au départ, c'est un peu déroutant et au final, on s'aperçoit que c'est extrêmement riche parce que ça nous permet justement d'avoir accès à des moments de vie de l'enfant beaucoup plus spontanés et qui nous donnent beaucoup plus d'informations en réalité sur ses compétences au quotidien et ses obstacles, ses entraves. Donc en réalité, c'est hyper intéressant. Ok. Donc du coup, pour toi, quels seraient les avantages au final de cette profession? Justement, c'est ça. C'est vraiment l'aspect pluridisciplinaire. On a une prise en charge globale qui s'articule autour de l'enfant sans rupture. Les professionnels qui se mettent toujours dans une disposition réfléchie pour répondre au plus près des besoins de l'enfant, avec une temporalité qui est vraiment intéressante parce que on peut rebondir très rapidement, on échange énormément et du coup, on peut ajuster le projet très vite sans attendre dans 3 mois la synthèse de l'enfant. Une proximité aussi avec la famille qui nous permet aussi, voilà, de la même manière d'avancer beaucoup plus rapidement avec l'enfant. Pour moi, c'est vraiment une plus-value. D'accord. Et quels peuvent être du coup les inconvénients de la profession? Stress, manque de reconnaissance ou je ne sais pas. Alors, les inconvénients, s'il faut en trouver un, c'est que parfois d'être dans cette immédiateté perpétuelle, il peut y avoir une difficulté pour le psychologue justement d'avoir ce petit moment d'élaboration, de pensée clinique, d'avoir le temps de penser. Voilà, c'est un petit peu alors après, voilà, c'est aussi une histoire d'organisation. Quand c'est plutôt bien ficelé et qu'on n'a pas trop d'absence, il y a quand même des possibilités de retrait au cours de la journée qui permettent d'observer et de penser. Mais du coup, il y a moins de temps interstitiel, il y a moins de temps informel où on peut juste observer et penser. On est souvent dans l'action.
Est-ce que tu as une idée d'un événement marquant une anecdote? Ah ouais, elle est pas simple cette question. Malheureusement, on a souvent tendance à penser à des événements marquants qui sont un peu négatifs. Ça peut être positif. Hein. Ça peut être positif. Alors, le positif, c'est au quotidien, parce que vraiment, le fait d'être dans une telle proximité avec les enfants, ça nous permet de palper au jour le jour leurs évolutions. Le fait qu'ils soient accueillis 3 ans avec nous, ça nous permet aussi vraiment d'avoir un point de vue au départ et un point de vue à l'arrivée. Et vraiment, on arrive à constater des progrès vraiment assez significatifs. Et ça, c'est très gratifiant dans la profession. Les anecdotes, les événements un peu plus marquants, malheureusement, ils sont plus en lien avec les frustrations qu'on rencontre sur le terrain par rapport aux questions d'orientation, à savoir que les dispositifs UMA ont été pensés pour prendre en charge le plus précocement des enfants TSA, mais ils n'ont pas forcément pensé à ce qu'il n'y ait pas toujours des ruptures de parcours. Pour certains enfants qui ne peuvent pas poursuivre la scolarité en milieu ordinaire, on se retrouve quand même assez souvent en difficulté parce que les listes d'attente auprès des IME sont extrêmement longues. Il n'y a pas de parcours qui a été pensé à proprement parler pour qu'il y ait une passerelle immédiate après l'UMA. Donc les plus grandes frustrations, c'est les retours au domicile des enfants. C'est de faire un travail de fond aussi intense et de voir qu'après tout s'arrête. Ça, c'est extrêmement frustrant. Voilà. D'accord. Et du coup, comment tu gères la mise à distance face aux situations difficiles? Alors, déjà, la formation de psychologue, elle nous apprend pas mal à faire ça. Je pense que c'est bien d'avoir ce petit équipement à l'arrivée parce qu'effectivement, on a des situations complexes. Autrement, sur le terrain, c'est vraiment beaucoup les échanges avec les équipes. C'est une forme de régulation, hein, de pouvoir échanger, partager nos questionnements, nos frustrations, même si parfois on n'a pas de solution qui se dégage immédiatement. Le fait de partager des vécus et d'avoir des sensibilités identiques ou au contraire différentes mais qui donnent lieu à des débats, ça aide beaucoup à remettre en question des choses, à relativiser et parfois aussi à définir, à innover des solutions qu'on n'avait pas forcément pensées au départ. Ok. Est-ce que tu te sens épanouie dans ton travail? Oui. Qu'est-ce que ça a procuré chez toi comme évolution de travailler ici? Je pense beaucoup plus de réactivité. J'avais une âme plutôt contemplative au départ. Je prenais le temps de penser et j'adorais ça. Alors, je le fais toujours, mais dans des temps beaucoup plus compartimentés. Le fait de devoir toujours innover, trouver des solutions, d'être toujours dans le questionnement en équipe, ça, c'est vraiment quelque chose de très stimulant. Voilà, je pense que c'est principalement ça qui répond à mon épanouissement. Après, c'est vrai que quand on a une équipe qui roule bien, qui fonctionne et qu'on s'entend bien, c'est aussi un plus dans cette espèce d'espace confiné. Ça donne un souffle quand même de pouvoir compter sur les collègues. Okay. Alors, est-ce que tu es d'accord pour partager le salaire que tu gagnes? Oui, je suis d'accord pour partager le salaire que je gagne. Je précise que je suis donc psychologue en convention 66 et que j'ai 11 ans d'expérience. Aujourd'hui, pour un emploi à temps plein, je gagne autour de 2 800 € avec la prime Ségur qu'on a eu dont on a eu le bénéfice après le Covid, qui représente à peu près 200 €. Voilà. Pourquoi as-tu choisi cette profession? Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense que j'ai toujours eu quelque chose autour de l'empathie et d'une communication facile depuis l'enfance. Et puis, quand les choses ont commencé à devenir un peu plus concrètes au niveau de la pensée, de la formation, j'ai été séduite par le fait que la psychologie nous permette à la fois de nous appuyer sur des socles théoriques bien ancrés et qu'à la fois on ait une liberté d'action et de réflexion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, d'être libre. Okay. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait exercer ton métier? Alors, je lui dirais qu'il y aille déjà, parce que c'est un métier très enrichissant et on en a vraiment besoin.
il y a besoin de psychologues sur le terrain. Et je lui dirais aussi que la liberté ne veut pas dire l'absence de rigueur. Ça a peut-être été le piège au départ pour moi, le fait d'être un espèce d'électron libre, un peu en dilettante, nous laisse parfois penser que tout peut s'improviser. Et en réalité, il faut quand même avoir beaucoup d'anticipation et de rigueur dans son travail. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi.